Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. Bonjour. Député de Paris et délégué général de La République En Marche. Je voulais vous en parler, vous avez réagi, je crois, déjà hier dessus, mais c'est comme un nouveau proche du président qui a quitté le navire il y a cela quelques heures. On a eu le conseiller en communication Sylvain Faure. Alors, pour le commun des mortels, je ne sais pas s'il est si connu que ça, mais Ismaël Emelien est très important. Il va quitter, c'est pas encore fait, l'Élysée. C'était le stratège de la campagne et puis conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Cette nouvelle défection, on a du mal à savoir. Officiellement, on nous parle d'un livre, d'un bouquin, etc. On peut l'entendre, mais est-ce que ça n'aurait pas comme un petit rapport avec, avec l'affaire Benalla, et deux, ça ne donne pas le sentiment de grande cohésion aujourd'hui de voir ces gens autour du chef d'État qui quittent le navire, non? C'est pas, en termes d'image, c'est pas top. Déjà, c'est pas officiellement, on nous parle d'un livre. Il a écrit un livre avec un autre conseiller de l'Élysée, et donc il va porter les idées qui sont dans ce livre. Et c'est vrai que lui s'était fixé la règle, en tant que conseiller du président, de ne pas parler. Je pense que c'est très sain de fonctionner comme ça. Donc s'il veut être utile dans le dispositif, il a écrit un livre sur le progressisme, c'est-à-dire ce qu'on porte, l'idéologie qu'on défend. Je pense que c'est utile de faire ce travail-là. Il le portera mieux, il sera en capacité de le faire à l'extérieur de l'Élysée. Aucun lien avec l'affaire Benalla? Moi, je peux le garantir, je suis effectivement proche d'Ismaël Emelien. Son départ, il était prévu en réalité depuis quelques mois. Ils en parlaient avec le président de la République. S'il veut pouvoir porter dans le débat public ses idées, il fallait qu'il ne soit plus à l'Élysée. Donc, il sera en réalité pas très loin et il a le souhait de rester utile au dispositif. Mais au global, voir toutes ces personnalités qui ont été là pendant la conquête du pouvoir, sur ce début de mandat, qui aujourd'hui s'en vont, ça donne un sentiment parfois leur rôle est un peu hypertrophié. Ils ont joué un rôle important dans effectivement l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, mais le principal stratège de la campagne, c'était Emmanuel Macron lui-même. Il ne faut pas se tromper sur le rôle des uns et des autres. Moi, je ne trouve pas ça malsain. Vous savez, on est en train d'écrire une nouvelle page de ce quinquennat à travers le grand débat. C'était ma question. Ça veut dire vraiment qu'on est dans une nouvelle phase, une nouvelle séquence dans un grand prix de Formule 1, parfois on passe au stand, on remet de la pression dans les pneus, on change les pneus, on remet un peu d'essence. Pour retrouver c'est un peu ce qui est en train de se passer d'une certaine façon. Ce n'est pas la question d'un nouveau souffle, mais c'est effectivement de se dire, on a eu une première phase du quinquennat où on a été, passez-moi l'expression, mais un peu à fond les ballons. On a appliqué un grand nombre de réformes qui étaient prévues dans le programme présidentiel. Je pense qu'il fallait le faire vite. Et surtout, il fallait avancer en parallèle parce qu'on veut que ça ait des résultats. Et puis, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui rebat les cartes. Maintenant, on a bien compris qu'il y avait un changement de méthode à avoir, de beaucoup plus co-construire les réformes avec les Français. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le grand débat, humblement, parce que cet exercice, il est inédit, il n'est pas facile à réaliser. On le fait en marchant. C'est effectivement une nouvelle phase dans le quinquennat. Ouais. Au terme, on change de sujet, mais c'est lié quand même, au terme de ce grand débat, il y aura la restitution, on verra quelles sont les propositions que le président retient. Beaucoup de gens appellent à ce qu'il y ait des nouvelles mesures de soutien au pouvoir d'achat. Alors on sait qu'il y a déjà 10 milliards d'euros qui ont été lâchés pour éteindre, mais calmer un peu la crise des Gilets jaunes. En termes de déficit public, on peut très bien s'en fiche, mais on est quand même à 3,2%, et encore, ça sous-entend que la croissance soit à 1,7. Prévision du gouvernement, on risque d'être en dessous, l'INSEE est à 1,5 au mieux. La question, elle est simple, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre aujourd'hui pour l'exécutif, pour le président, pour annoncer justement des nouvelles mesures de soutien au pouvoir d'achat? Et est-ce que vous y êtes favorable, Stanislas Guerini, en tant que délégué général de La République En Marche, qu'il y ait des nouvelles mesures où il y a eu un chèque de 10 milliards, maintenant on passe à autre chose? Vous avez raison de rappeler qu'il y a eu un effort qui était très important et qu'on assume d'ailleurs d'un point de vue budgétaire. La CGT, on avait hier fait Philippe Martinez, il n'a pas eu le 10e en 5 ans de mandat. Hein. Mais c'est un effort qui est très important. Là où on l'assume bien, c'est qu'il est très cohérent avec ce qu'on propose depuis le début du mandat. C'est-à-dire que l'effort, il a été fait pour que le travail paye plus. Ce sont les mesures sur la prime d'activité, pour faire en sorte que les heures supplémentaires ne soient pas taxées. Donc tout ça sont des accélérations de mesures, mais ce n'est pas en incohérence par rapport au projet politique qu'on porte. Pas de nouvelles mesures. En tout cas, pas qui nous fasse sortir de la trajectoire de réduction des dépenses publiques. Si on veut on n'en est pas là, proposer… On n'est pas encore dans la réduction des dépenses on a démarré, on a quand même démarré ce travail-là, mais soyons humbles là aussi. On est au démarrage, on a bien compris que la condition
pour pouvoir redistribuer plus aux Français, c'était d'accélérer sur la réduction de la dépense publique. Donc ça fait aussi partie des thèmes de ce grand débat. Et il faut qu'on fasse des propositions aussi sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas favorable à ce qu'il y ait de nouvelles mesures sonnantes à la en matière condition de pouvoir que d'achat. la trajectoire de réduction des dépenses publiques soit également accélérée. Mais ce n'est pas dans le débat. C'est pas dans le débat. Ah, Qui si, parle c'est dans le aujourd'hui débat. d'économie sur les dépenses En publiques? tout cas, quelles sont les propositions qui fleurissent dans le débat? Citez-moi une. Mais c'est une des questions qui a été posée par le président de la République dans ce grand débat. Où est-ce que, effectivement, il faut qu'on fasse des réductions de dépenses? Mais je vais vous citer même pas des propositions, mais des choses qui sont en train d'être faites sur la façon, par exemple, dont on organise la levée des impôts en France. On a fait le prélèvement à la source, ça va permettre de réduire le nombre de fonctionnaires qui prélèvent l'impôt demain. Sur la question des trésoreries locales. Pour l'instant, Bercy a été le plus gros contributeur en matière de réduction de postes. Sur 10 ans, déjà 20 000. Oui, même un peu plus, il 20 000 me semble. Voilà, c'est très important. On peut continuer. On ne prélève pas moins bien l'impôt aujourd'hui dans le pays parce qu'on a réduit le nombre de fonctionnaires grâce à la modernisation notamment. Donc si je résume encore une fois, mais je ne parle pas à votre place, la France n'a plus les moyens de sortir le carnet de chèques pour faire de nouvelles mesures de pouvoir d'achat? À la condition de réduire nos dépenses publiques. On est 10 points de plus que nos voisins européens en matière de réduction de dépenses publiques. 56% du PIB. Notre engagement, c'est de réduire de 3 points de PIB la dépense publique d'ici la fin du mandat. On le tiendra. Voilà. Mais on comprend que vous n'êtes pas favorable, sauf si on baisse la dépense publique, mais le sauf si, il est assez hypothétique. On va le faire, par ailleurs. Donc, mais on entend ça depuis le début du mandat, on va le faire. Et tous les économistes, les experts disent que beaucoup de choses ont été faites sur ce mandat, depuis le début du mandat, là, sur la loi travail, sur la taxation du capital, mais sur la dépense publique, quand on est arrivé en responsabilité, pas grand-chose a été fait. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on est arrivé en responsabilité, la dépense publique de l'État, elle augmentait de 2,4% d'une année sur l'autre. L'augmentation de la dépense publique de l'État cette année, c'est 0% en volume. Donc, il y a des efforts. Est-ce à dire que c'est parfait? Non, parce qu'on a un déficit public qui est quand même qui nous place au dernier rang des pays européens. Ouais. Donc on part de loin. La Roumanie fait mieux. Avant-dernier, d'accord. On part de loin. Donc il faut accélérer effectivement cette réduction de dépenses. Mais c'est la deuxième, comme on dit. Que rien n'a été fait. La seconde. Oui, mais sortons du principe où à chaque fois on dit combien de fonctionnaires on va supprimer, etc. C'est ça qui fait qu'on réforme mal pourtant, Olivier Dussopt a confirmé qu'il y aurait bien 120 000 non-remplacements de fonctionnaires partant à la retraite d'ici à la fin du quinquennat. On en est à sur 100 000 qui partent à la retraite effectivement chaque année globalement. Mais la méthode, la bonne méthode, c'est effectivement de dire comment on réorganise la fonction publique. Il y a effectivement une discussion avec les partenaires sociaux aujourd'hui même sur ce sujet-là. Ouais. Et ensuite, on peut en tirer des conséquences en matière de réduction de dépenses. Alors, dans ce débat, dans ce grand débat national, il y a une créativité fiscale qui laisse parfois songeur. Il y a ce sujet sur la taxation qui a été ouvert par le président. Suite à une question qu'on lui posait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était lors d'un débat dans la Drôme, sur la taxation des résidences principales, qui donc, pour le coup, est dans le débat. On a interrogé, enfin pas nous, mais je crois qu'il était chez Bourdin hier, Julien Denormandie, ministre du Logement, qui est contre la taxation des résidences principales. Vous en pensez quoi? Parce que, il faut vous rappeler un peu, il y a beaucoup de ministres qui sont exprimés là-dessus. Bruno Le Maire, il a dit quoi? Il a dit, quand on a posé la question, il a dit pourquoi pas cette piste, mais ça devrait cibler uniquement les gros biens immobiliers, on a compris, pourquoi pas en millions d'euros. Alors, vous en pensez quoi? Quel est votre avis là-dessus? Pour vous, on ferme le sujet, on ne taxe pas les résidences principales, ou on se dit que sur celles qui sont en millions d'euros, pourquoi pas en laissant la porte ouverte comme l'a fait Bruno Le Maire? Moi, je pense que c'est un sujet qui est ouvert. On est dans un moment de débat. Chacun peut aller sur ses propositions. Moi, je ne suis pas d'emblée favorable à cette idée-là, mais on va voir au fond. Je pense qu'il faut faire attention à se prononcer sur telle ou telle mesure prise séparément. Vous êtes plutôt sur la ligne Julien Denormandie, ministre du Logement, ou la ligne Bruno Le Maire? C'est pas le même point de vue. Oui, mais il y a une contribution d'ensemble à faire à la fin du grand débat. Et donc, c'est la raison pour laquelle je préfère me réserver pour l'instant sur le fait de me prononcer sur une proposition séparée des autres. D'accord. Donc pareil, si je vous parle de Darmanin, des niches fiscales, le fait de pouvoir les mettre sous condition de ressources, on touche ou on ne touche pas aux niches fiscales? En tout cas, il faut dire la chose de manière claire. Moi, je ne veux pas qu'on alourdisse la fiscalité sur les classes moyennes. Les classes moyennes, elles ont beaucoup payé ces dernières années. Mais ce n'est pas le sujet du grand débat aujourd'hui, on a compris, c'était que, pardon, alors certains diront pudiquement, mettre à contribution les plus aisés, on va dire simplement, comme on se dirait sur un rond-point, c'est faire payer les riches. On voit bien les mesures, je peux toutes vous les sortir. Mais taxation des résidences principales, plusieurs centaines ou millions d'euros, voilà, niche fiscale, elle profite aux plus aisés, mais c'est normal, c'est eux qui payent le plus d'impôts sur le revenu. Je vais vous dire, on pourrait, le rétablissement d'ISF, pas d'alourdissement de la pression fiscale. Ça pour les Français, pour les Français. Pour tous les Français. Je vais vous le dire de façon claire. Pour tous les Français,
on a pris un engagement pendant la campagne présidentielle en disant on va réduire la pression fiscale de 20 milliards d'euros. 10 milliards pour les entreprises, un point de PIB. Voilà. 10 milliards pour les ménages. Donc cette diminution de la pression fiscale, c'est un engagement, il doit être tenu. Après que dans ce périmètre-là, on puisse se dire, est-ce qu'il y a des sujets pour rendre notre fiscalité plus juste? Là, pourquoi pas? Il y a plein de pistes qui sont sur la table. Quelle est la fiscalité du patrimoine, quelle est la piste qui retient la progressivité de l'impôt sur le revenu, la question des niches fiscales. Donc, il y a plein de manières. C'est pour ça que je refuse d'une certaine façon de me prononcer sur telle ou telle mesure, sûr, mais parce que c'est une solution d'ensemble qu'il faut donner. Je comprends, mais encore une fois, à vous de me dire, Stanislas Guerini, pas de hausse d'impôts dans l'ensemble, mais pourquoi pas plus de pression fiscale sur les plus riches? Oui, en tout cas, oui. Se vous poser êtes la question à l'idée qu'il y ait plus de pression fiscale sur les plus riches. Fiscale, de progressivité, dans un cadre où effectivement, au global, on réduit la pression fiscale. Il ne fallait pas lâcher le mot progressivité. Progressivité de quoi? De l'impôt sur le revenu? Ça fait partie des pistes. Impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu en réalité est assez progressif aujourd'hui. 10% des plus hauts revenus payent 70% de l'impôt sur le revenu. La tranche marginale supérieure, vous savez combien elle est? Elle est à 45. 45. Vous savez quel est le niveau, de combien on est au-dessus de la moyenne OCDE sur la tranche marginale? On est assez progressif. 10 points. Ouais, c'est ça. 10 points. Pareil que pour les dépenses publiques d'ailleurs. C'est vrai, mais la pression fiscale au global est moins importante. Enfin, l'écart avec les autres pays européens est moins important que 10 points. C'est la tranche marginale. En France, on a des assiettes qui sont plutôt petites, avec plein de trous à l'intérieur, et donc on a des tranches marginales qui sont très élevées. C'est le mal français, mais il fallait s'y attaquer, les gars. Là. Non, mais c'est vrai, mais on le dénonce depuis tellement longtemps, ça. Oui, mais c'est pour ça que la seule bonne réponse, c'est une réponse systémique sur l'impôt, d'une certaine façon. Arrêtons d'essayer. Donc vous êtes favorable à ce qu'il y ait plus de progressivité sur l'impôt sur le revenu? Non, je parlais de progressivité du système fiscal dans son ensemble. Mais il y a quoi? Il n'y a pas 50 trucs. Il y a le droit de succession, il y a l'impôt sur le revenu. J'ai cité quelles sont les pistes qui sont sur la table. Niche fiscale, progressivité de l'IR, droit de succession, ça fait partie du débat. Ouais. Mais là, on est dans le commentaire. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, voilà, moi, sur celle-là, je suis plutôt pour, je suis plutôt favorable. Celle-là, on met de côté. J'avais déjà eu l'occasion d'exprimer un point de vue personnel. On est en train de travailler au sein de La République En Marche à produire une contribution dans le cadre du grand débat. Donc c'est un travail collectif qu'on va livrer là. Sur l'impôt sur les successions, j'avais déjà dit que je trouvais que ce sujet-là, il devait être creusé. 80% des Français sont contre l'alourdissement des héritages, enfin des droits, des impôts sur les héritages. Vous y êtes favorable? Parce que juste deux éléments pour ne pas être dans la petite phrase d'une certaine façon. J'avais dit que c'est un sujet qui est tellement sensible pour les Français qu'il doit être soumis au suffrage universel. Je pense que c'est un sujet de niveau d'élection présidentielle et de référendum. Pas avancer, masquer là-dessus. Maintenant, c'est le grand débat. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet de référendum. Mais en revanche, on est dans un moment où on écrit une nouvelle page dans le quinquennat et donc on a le droit de faire des propositions d'une certaine façon. Et ensuite, le deuxième point que je voulais dire sur l'impôt sur les successions, c'est que il faut le faire, si on fait des choses là-dessus, pas pour alourdir la pression fiscale dans son ensemble, mais pour dire comment est-ce qu'on réinjecte peut-être de son vivant plus d'argent dans l'économie, on cède plutôt à ses héritiers du patrimoine, et puis au moment de la mort, sur les plus hauts patrimoines, on peut se poser effectivement la question, pour cela, d'alourdir l'impôt sur les successions, pour cela uniquement. Ouais. Un mot de l'ISF, parce qu'il y a eu cette contribution, vous avez vu les 22 députés de votre mouvement, de La République En Marche, qui sont plutôt l'aile gauche, on va dire, voilà, qui proposent une espèce de nouvel ISF, où en gros, on reviendrait un peu à l'ISF d'avant, qu'on pourrait réduire la contribution, enfin cette cotisation d'ISF, elle pourrait être réduite à 0 si on investit en direct dans les PME, dans les boîtes, pour contribuer à l'économie réelle. Moi, j'étais pas favorable à cette initiative. Au moins, on clôt le débat, on sait, parce qu'aujourd'hui, mais justement, tout le sens de la réforme qu'on fait, c'est qu'on puisse plus investir dans ce qu'on appelle rapidement l'économie productive, dans les boîtes. C'est le sens de la réforme. On a gardé un impôt sur l'immobilier et on a enlevé l'impôt sur la fortune, comme on l'avait précédemment. Cette réforme, il va falloir l'évaluer. Il faut lui laisser le temps de produire ses effets sur l'économie française. Il y a déjà des signaux qui sont positifs dans son ensemble. Flat tax, ISF, ça fait qu'on investit plus dans les boîtes aujourd'hui. Il y a des investissements qui sont records dans les entreprises dans notre pays. Je m'en réjouis, mais allons au bout de l'évaluation. On avait pris cet engagement, fin 2019, de l'évaluer. Je trouverais ça un peu baroque. Un an après la mise en application de cette réforme, de sortir on avait du mal à mesurer. Ce que veulent les entreprises, c'est beaucoup de stabilité d'une certaine façon. C'est juste. Et donc, arrêtons de vouloir détricoter au moment même où on a fait.
évaluons. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Si l'évaluation n'était pas à la hauteur, encore une fois, des ambitions de départ. On a toujours dit ça. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Et cette idée, encore une fois, elle est intéressante de se dire, vous voulez plus payer d'ISF, eh ben vous investissez dans les boîtes. Et vous ne gardez pas l'argent sur votre compte qui dort. Oui, mais c'est le sens global de la réforme qu'on a fait en disant, moi je préfère qu'un haut patrimoine, entre acheter un immeuble ou investir dans une entreprise, il le fasse dans une entreprise, en action, en prenant des parts directement dans l'entreprise. Il y a plusieurs manières de le faire, mais apportons un petit peu de stabilité à notre système fiscal et aux entreprises notamment. Ouais. Hier, j'avais Philippe Martinez, le leader, le secrétaire général de la CGT, qui est favorable, comme 73% des Français, donc selon le sondage du JED, à ce qu'il y a un référendum au terme du grand débat, quelle que soit la date retenue. Il m'a dit, mais oui, mais ça dépend sur quoi on pose la question. On a le sentiment que s'il y avait un référendum, ce n'est pas encore acté officiellement, ça serait sur des questions essentiellement institutionnelles. Est-ce qu'il faut qu'il y ait moins de députés, plus de proportionnels, la prise en compte du vote blanc? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des questions économiques? Oui ou non? Est-ce qu'il faut faire trancher par les Français toute cette créativité, ce concours l'épine, encore une fois, sur la fiscalité, vous avez toutes les idées qu'on a là aujourd'hui. Je sens que vous êtes favorable. Non, mais plus, pas du tout, non, j'ai pas de point de vue. C'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui de la fiscalité que limite pendant la campagne présidentielle. Moi, je trouverais ça compliqué, objectivement, de mettre ces questions-là dans un référendum. Je trouve que, de façon générale… Vous n'êtes pas favorable? Oui, non, je ne suis pas favorable. À ce qu'il y ait des questions économiques dans le référendum? Oui, parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est très réducteur. Les questions référendaires, on les pose sous un format oui-non. Et en matière de fiscalité, encore une fois, c'est complexe, c'est ça, cohérent avec la réponse que je vous apportais, il faut livrer une réforme dans son ensemble. Et notre système fiscal, il manque de cohérence dans son ensemble. Donc, on pose des questions sur quoi alors? On pose des questions sur quoi? D'abord, il faut se poser la question de est-ce que le référendum, les ronds-points, c'est le pouvoir d'achat? Les ronds-points, c'était pour le pouvoir d'achat, le point de départ, il est là. Donc, quelque part, poser des questions sur l'organisation des institutions alors que c'est un problème de pouvoir d'achat, c'est taper à côté, non? Mais là où vous avez totalement raison, c'est que la question et le débat qu'on a autour du référendum, il est très réducteur en réalité, des réponses qui devront être apportées à ce grand débat. Et donc moi, je crois que l'engagement de l'exécutif à la suite de ce grand débat, c'est de prendre des décisions, de revenir devant les Français en disant voilà ce qu'on a entendu, voilà ce qu'on apporte comme solution pour le pays. Une partie peut passer par un référendum, d'autres parties peuvent passer par des décisions immédiates ou dans des futurs projets de loi. Et donc, n'enfermons pas la sortie du grand débat dans la question pour ou contre le référendum. Je trouvais ça formidablement réducteur. Notamment pour les sujets que vous évoquez, les sujets de pouvoir d'achat, les sujets de fiscalité. Des réponses doivent être apportées. Je ne suis pas bien sûr que ça soit la bonne réponse de le faire à travers un référendum. Comment s'assurer qu'il n'y aura pas de la frustration au terme du grand débat? C'est bien que les gens puissent libérer leur parole, contribuer, donner des idées. Mais derrière, il y a le risque de décevoir de la part du président Macron. De deux façons. D'abord, en montrant et en garantissant que tout ce qui a été dit sera examiné de façon impartiale, scientifique. C'est toute l'organisation du grand débat, d'avoir des garants. Mais c'est le premier respect qu'on doit aux Français qui s'expriment. Là, je parle des réponses d'une deuxième façon, c'est-à-dire en répondant à ces questions-là sur tous les sujets. Mais c'est exactement la conversation qu'on avait sur le référendum. Il faut répondre sur les questions à la fois de représentativité, comment on place le citoyen au cœur de la décision publique, mais aussi sur les questions de pouvoir d'achat, de fiscalité. Mais de pouvoir d'achat, ça coûte de l'argent, sauf que ça coûte de l'argent, et qu'on revient au début. Comme la France n'a plus les moyens, puisqu'on est largement en déficit, on a explosé tous les compteurs, il faudra faire des économies. Mais c'est la raison pour laquelle… Je ne suis pas sûr que les Gilets jaunes soient contents d'entendre, ou les Français, qu'on va devoir réduire les dépenses sociales ou faire beaucoup d'économies. Est-ce que c'est quand même pas gratuit tout ça? Il n'y a pas d'argent magique. C'est exactement le sens du nouveau contrat, d'une certaine manière, qui doit être établi avec le pays à cette occasion, où on doit à la fois montrer le projet de société qu'on veut pour demain, comment est-ce qu'on projette la France dans 10 ans, comment est-ce qu'on fait en sorte que la transition écologique, elle ne soit pas subie, mais elle permette au contraire un facteur d'opportunité pour nos concitoyens. C'est une réponse d'ensemble qu'on doit apporter. Si on pense, comme on l'a trop souvent fait, que telle ou telle mesure, comme un coup de baguette magique, ça va réduire les problèmes des Français, on se trompe. Et donc seul un nouveau contrat, une nouvelle réponse peut apporter une véritable réponse au grand débat. Justement, tout ce qui est autour de l'écologie, c'est intéressant parce que je voulais vous en parler. On a le sentiment depuis quelques heures, là, d'ailleurs vous y avez contribué largement avec votre sortie lundi, je crois, sur France 2 ou France 3, je ne me souviens plus, c'était où? Sur la taxe carbone. France 2, oui. Sur France 2. Sur la taxe carbone, alors là je me dis, waouh, et encore aujourd'hui, 80 députés soutiennent cette idée de remettre ça dans le débat. La taxe carbone, c'est quand même ce qui a mis le feu aux poudres quand on a un petit peu de mémoire au moment des Gilets jaunes sur les ronds-points, annulé, enfin suspendu, puis annulé, on s'en souvient, en décembre.
Vous êtes favorable à ce qu'on remette ça sur la table, mais au risque de provoquer encore une fois la colère? Mais ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a bien compris, c'est que la fiscalité environnementale, la taxe carbone, elle ne pouvait pas se faire au détriment de ceux qui sont le plus en difficulté, de ceux qui subissent d'une certaine façon. D'autant que le pognon, l'argent n'allait pas, vous connaissez les chiffres, seulement 20% de cette taxe sur l'essence allait réellement à la transition écologique. Oui. C'est là ce qui posait problème. Là aussi, il faut qu'on progresse pour montrer comment les budgets sont utilisés et qu'on affecte de façon plus volontariste, effectivement, l'argent de la fiscalité écologique sur la transition et l'accompagnement des plus modestes. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser le débat. Si on décorrèle les deux, et si on dit c'est simplement le retour de la taxe carbone, alors on n'a rien compris au grand débat. Effectivement, on n'a rien compris à ce qui était le point de démarrage sur la colère des Français. Comment on fait sur l'augmentation de la taxe carbone aux Français qui aujourd'hui à 99% sont contre? Il ne faut pas mentir aux gens sur l'augmentation du prix de l'essence. C'était, on avait eu l'occasion d'en discuter ici même sur ce plateau, en grande partie, en immense partie, dû à l'augmentation des cours de barils de pétrole. Et donc, le sujet, ce n'est pas parce qu'il y a le grand débat qu'il faut qu'on se mette à raconter n'importe quoi. Le sujet, c'est toujours de sortir de cette dépendance au pétrole, de cette dépendance à l'essence. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner, mais certainement, à la fois de façon plus volontariste, et je vais vous dire, de façon plus simple aussi. Parce que ce qu'on a bien compris dans ce grand débat, ou plutôt dans ce moment de colère, c'est qu'il y a des Français pour qui la prime à la conversion, c'est même pas suffisant, parce qu'ensuite ils ont quelques milliers d'euros aussi à mettre pour finir d'acheter ce véhicule. Mais c'est une primette. Et donc, une primette, c'est même pas une prime. Je crois que quand on parle de 4 000, 5 000 euros pour changer de véhicule, on ne peut pas parler de primette. Mais ceci dit, c'est parfois compliqué de savoir si je rentre ou je rentre pas dans les clous, etc. quand on va vraiment dans le détail. Et deux, il y a des ménages pour lesquels l'accompagnement doit aller jusqu'au bout d'une certaine façon. Si on veut qu'ils puissent changer leur chaudière, qu'ils puissent changer leur voiture, il y a certains ménages pour lesquels il faut le faire quasiment à coût zéro. Et donc, il faut assumer d'avoir une aide, une fiscalité qui aide de façon plus volontariste les ménages les moins aisés. Donc, pour la faire accepter par les Français, on finit là-dessus, il faut qu'elle soit fléchée, on va dire, vraiment vers la transition. Et surtout, c'est intéressant, aider ceux qui ont vraiment besoin de changer leur bagnole, changer leur chaudière. Et là, c'est le prix à payer, entre guillemets, pour que ce soit accepté par les Français. Oui, je le crois. Parce que le rejet, elle est plombée. Convaincu. Et encore une fois, je crois que si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le cœur, le démarrage de la crise qu'on a vécue au mois de novembre dernier. Mais vous prenez le risque de mettre de l'huile sur le feu aussi. Mais si c'est mal compris, Moi, je pense une chose, c'est que vous parliez tout à l'heure de la sortie du grand débat. Si on se met à faire des propositions qui soient démagogiques, insincères, d'une certaine façon, qu'on se met à ne plus croire au projet qu'on porte pour le pays, alors ça sera effectivement la pire des trahisons qu'on peut faire vis-à-vis des électeurs qui nous ont fait confiance. Donc il faut comprendre un certain nombre de choses. Je l'ai dit sur l'accompagnement des moins aisés, mais il faut garder une cohérence et garder de la sincérité dans ce qu'on va proposer comme solution aux Français. À titre personnel, on finit là-dessus. Vous êtes favorable ou pas au référendum, vous ? Moi, je crois. C'est pas la solution, c'est pas la baguette magique. D'une certaine façon, un peu réservé. Vous le sentez. Je crois que les Français sont en attente de réponses plus que de questions, en tout cas au moment de la sortie du grand débat, parce que pour l'instant, on fait des propositions, mais ensuite, il faudra apporter des réponses concrètes. On saura quand est-ce que le président va trancher là-dessus? C'est lui qui le décidera, donc je n'ai pas cette information sur à le vous calendrier apporter aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de scoop aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est Stanislas Guerini, donc député de Paris, délégué général de La République En Marche, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.